caméra et à la réactiver plus tard au moment des questions-réponses, puisque l'enregistrement sera coupé à ce moment-là. On en profite avant de débuter pour vous rappeler que ce cycle de webinaires est destiné aux élus et aux membres des administrations et techniciens du territoire à l'échelle du Grand Genève. N'hésitez pas à faire suivre également nos newsletters pour ces invitations webinaires. Ce n'est pas restrictif et on peut les ouvrir plus largement. Au niveau des règles du jeu de ce séminaire, comme les autres, les temps de questions-réponses se fera après le temps de présentation, environ de 30 minutes, et les questions devront être posées dans le chat ou l'onglet Conversation, et elles seront traitées et regroupées par thème à la fin de la présentation. Donc, c'est aujourd'hui Ingrid Carini, responsable du pôle aménagement Grand Genève, qui va se charger de la présentation de ce webinaire. Ingrid, je te laisse la parole. Merci Laetitia. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de la démarche métropolisation, équilibre territoriaux et levier d'action. Cette démarche métropolisation, elle a émergé en 2023 avec la tenue d'un séminaire politique du même nom. J'y reviendrai tout à l'heure. Et elle s'est surtout traduite avec la signature en novembre 2024 d'une feuille de route qui a été validée par les 8 membres du GLCT du Grand Genève et qui vise à identifier des pistes pour intégrer et maintenir des équilibres économiques, sociaux et territoriaux à l'échelle du territoire. Pour commencer, on vous propose, comme vous en avez peut-être l'habitude pour ceux qui participent régulièrement, un petit sondage, une petite question pour vous mettre dans le bain. Et cette question aujourd'hui, c'est pour vous, qu'évoque le thème de métropole du Grand Genève? Donc, le sondage va apparaître dans le chat. Et vous avez plusieurs possibilités de réponse. Est-ce que ce terme évoque pour vous d'abord l'attractivité internationale, la pluralité des centres urbains, avec des emplois plutôt localisés au centre et des communes qui ont tendance à devenir des cités dortoirs? Est-ce que ça évoque pour vous un concept flou, plutôt la pression sur les ressources naturelles, des dynamiques de croissance? Donc voilà, vous pouvez répondre à ces différents... En tout cas, vous avez la possibilité de choisir plusieurs réponses. Donc, les résultats s'affichent en direct et on voit des réponses assez homogènes partout. Toutes les réponses ressortent un petit peu, avec surtout dynamique de croissance en priorité. Oui, et je vois que c'est en tout cas pas du tout pour vous un concept flou, donc c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous êtes déjà des experts du Grand Genève et de sa métropolisation. En tout cas, peut-être, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, c'est effectivement tous ces éléments-là, un territoire en métropolisation. Dans la première partie, je vais déjà plutôt revenir sur les dynamiques de métropolisation dans le territoire. Et puis, dans un deuxième temps, on reviendra plutôt sur les leviers d'action. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une métropole transfrontalière? Et plus particulièrement, qu'est-ce que la métropolisation? Quand on parle de métropolisation, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, la métropolisation, c'est un processus de concentration des habitants, des activités et des centres de décision économiques et politiques au sein de grandes villes qu'on appelle les métropoles. Les métropoles, à l'échelle globale, elles sont interconnectées à travers des réseaux de la mondialisation, les réseaux financiers, les réseaux de mobilité, etc., des réseaux décisionnels également. À l'échelle locale, les métropoles, elles exercent une influence sur les territoires qui les entourent et qui constituent des régions métropolitaines. Donc, si on est dans un contexte où l'influence de la métropole dépasse les frontières administratives et nationales, alors on parle de métropole transfrontalière. Donc, une métropole transfrontalière, c'est quand même un objet spatial un petit peu particulier. Et vous voyez 3 exemples à l'écran pour lesquels je m'appuie notamment sur les propos d'un des intervenants qu'on avait mobilisé pour le séminaire dont j'ai parlé tout à l'heure, Christophe Zone, qui est universitaire au Luxembourg et qui est spécialiste des agglomérations transfrontalières.
Il nous avait évoqué trois cas d'agglomération, de métropole transfrontalière que vous connaissez sûrement. Bien sûr, le Grand Genève, mais également l'agglomération trinationale de Bâle et l'agglomération transfrontalière du Luxembourg. Donc, pour ces différents exemples, on peut quelque part parler de métropole incomplète. Parce que si on a bien, comme pour d'autres métropoles nationales, une très forte croissance économique et démographique, un fort rayonnement international et également une concentration des emplois au centre avec plutôt une tendance à l'étalement urbain, dans le cas de ces métropoles, on est vraiment sur des villes-centres qui sont de taille relativement réduite. On est de l'ordre de 100 à 200 000 habitants. Donc, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur qu'une métropole telle que Londres ou Paris, par exemple. On reste à une échelle qui reste tout de même modérée. Et puis, surtout, le bassin d'emploi et d'influence de ces métropoles, il est transfrontalier. La frontière, justement, dans ces métropoles transfrontalières, elle joue un rôle ambivalent. D'un côté, c'est un accélérateur de l'intégration transfrontalière, puisque chacun profite ou joue des différentiels que peut lui apporter la frontière en termes de salaire, en termes de prix, en termes d'offres de loisirs ou que sais-je encore. Différents exemples pourraient être donnés. Et cet aspect-là permet de renforcer l'attractivité du territoire dans son ensemble et puis sa singularité ou son identité. Mais la frontière, dans ce contexte, par rapport à une métropole classique, c'est aussi un frein à la mise en œuvre de solutions communes pour gérer l'expansion de ce territoire. Il y a des différences politiques, il y a des différences réglementaires et culturelles qui limitent cette recherche de solutions communes. Et puis, dans les trois cas que vous avez à l'écran, les réponses politiques qui sont apportées aux dynamiques de métropolisation, elles sont assez différentes. À Bâle, on est dans le cas d'une métropole qui fonctionne, dans lequel la coopération transfrontalière est en place depuis longtemps. Il y a des instances depuis les années 60 de coopération transfrontalière qui intègrent les acteurs économiques. Et puis, on est dans un contexte de coopération qui est globalement assez pacifié. Au Luxembourg, qui est peut-être dans une dynamique plus récente en termes d'attractivité transfrontalière, là, il n'y a quasiment pas de processus de coopération, il n'y a pas de mécanisme de solidarité. C'est vraiment, pour l'instant, les territoires se côtoient et vivent ensemble, mais sans avoir d'outils et de perspectives vraiment communes. Et puis, Genève, vous connaissez, on est dans un contexte qui est un peu différent, qui est un peu entre les deux. Il y a une coopération qui existe, elle est ancienne, elle est très institutionnelle, même s'il y a diverses coopérations thématiques qui existent par ailleurs. Et puis, elle reste parfois elle peut être parfois assez tendue, cette coopération. En tout cas, le sujet transfrontalier n'est pas toujours lisse, coule pas toujours de source. Donc, si je continue un petit peu sur ces questions de dynamique de métropolisation et d'effets frontières, ce qu'on peut dire, c'est que les dynamiques que connaît le Grand Genève, globalement, principalement, c'est d'abord des mécanismes, des dynamiques qui sont liées au processus de métropolisation en tant que tel, comme on peut le vivre dans d'autres agglomérations. Mais certains des effets de la métropolisation sont fortement accentués par la présence de la frontière. Donc, si j'en reviens sur les dynamiques de métropolisation, l'attractivité économique de Genève continue de grandir et produit une extension continue du bassin d'emploi transfrontalier. Ça, c'est une dynamique qui existe depuis longtemps, mais qui fait finalement que s'accentuer. Cet accroissement de l'influence genevoise sur le bassin d'emploi, elle contribue à une augmentation des flux de mobilité, en particulier des flux domicile-travail, qui engendre un fort étalement urbain avec une pression toujours plus grande sur les ressources naturelles et des questionnements en termes de cohésion sociale, puisqu'on se retrouve dans un contexte avec de forts différentiels entre centre et périphérie notamment.
Mais toutes ces dynamiques-là qu'on retrouve dans d'autres grandes villes, elles sont vraiment amplifiées ici par la présence de la frontière, puisque les différences légales et réglementaires font que certaines situations sont amplifiées. Si on prend l'exemple, par exemple, des politiques d'aménagement, il y a en Suisse, en particulier dans le canton de Genève, une contrainte beaucoup plus forte à l'extension urbaine, en tout cas beaucoup plus ancienne qu'elle ne l'est dans les territoires français. Il y a également une forte exacerbation des différences qui est liée aux différences de conditions cadres en termes de fiscalité, de droit social, qui rend toujours plus attractif le territoire suisse par rapport aux collectivités françaises. Et puis, bien sûr, le différentiel de monnaie accroît encore ces différences. Et donc tout ça fait que ces politiques publiques qui sont menées de manière différenciée, qui ne sont pas concertées, ne tiennent pas compte aussi des interdépendances et des effets qu'elles ont sur le territoire voisin. Donc tout ceci contribue à aggraver les déséquilibres territoriaux en termes finalement d'avantages comparés de chacun des territoires. Ça conduit également à de plus grandes vulnérabilités avec parfois une tentation du repli sur soi pour certaines personnes ou certains groupes sociaux, des tensions entre le centre et la périphérie, et puis des populations qui sont fragilisées ou qui trouvent de plus en plus difficilement leur place sur le territoire, ce qui peut être le cas notamment des salariés payés en euros dans le territoire qui sont confrontés à un niveau de vie très élevé. Donc, tout cela, auquel on ajoute des nouveaux défis liés notamment aux transitions, par exemple aux transitions écologiques ou démographiques, engendre des menaces sur la cohésion sociale et territoriale. Vous avez cette petite image à l'écran que j'ai repris des présentations qui a été faites pour le séminaire, qui a été très appréciée des élus, parce qu'elle montrait bien à quel point finalement l'équilibre de l'agglomération pouvait être instable avec deux entités ou deux personnages là sur l'image, dont une est apparemment en situation un peu plus délicate, mais finalement, si ce bonhomme lâche la ficelle, l'autre aussi va tomber. Il y a quand même assez peu de chances qu'il réussisse à se rééquilibrer sur sa boule. Donc, dans ce contexte, il y a eu une demande politique assez forte des élus, notamment des élus français, de prendre en compte davantage les enjeux de cohésion sociale. Cette demande, elle a été fortement ravivée par les travaux qui ont été menés dans le cadre de la vision territoriale transfrontalière. Ces travaux, ils ont fait l'objet de beaucoup d'échanges politiques, beaucoup d'ateliers de concertation avec les associations, avec la population également. Et ces questions de cohésion, les difficultés d'accès au logement, de crainte sur les ressources, de différentiels économiques ont conduit à faire remonter ces enjeux-là. Alors, ils ne sont pas nouveaux, hein, c'est des thèmes qui étaient déjà présents précédemment dans les réflexions du Grand Genève, mais qui ne font pas partie pleinement ils ne font pas partie pleinement des domaines de compétences du GLCT du Grand Genève. Donc, ils sont abordés, mais pas forcément pris à bras-le-corps. Et l'enjeu de l'organisation d'une réflexion et de l'organisation d'un séminaire dédié à cette thématique était de redonner de la place à ces thèmes-là. Donc aujourd'hui, la feuille de route, elle s'imbrique dans ce schéma assez complexe que vous avez à l'écran, qui permet en fait de balayer l'ensemble des documents d'engagement que porte le Grand Genève. Donc il y a tout d'abord la charte du Grand Genève en transition qui porte 10 objectifs majeurs en termes environnemental, mais pas seulement, en termes également d'objectifs sociaux et de qualité de vie. Cette charte du Grand Genève, elle a fait l'objet ensuite d'une déclaration politique commune qui a permis de confirmer la volonté des différents membres à s'engager et à prendre en compte l'ensemble des objets, des sujets qui font la vie et le quotidien des habitants. Et puis ensuite, vous avez deux démarches un peu plus opérationnelles ou un peu plus précises. Là, je suis dans les rectangles, les carrés du bas. Donc, il y a la vision territoriale transfrontalière qui traite de l'aspect spatial en se concentrant sur les sujets liés à l'aménagement, à l'environnement et aux mobilités.
qui donne une vision du territoire à l'horizon 2050 et qui se traduit de manière programmatique à travers le projet d'agglomération 5 qui va être signé la semaine prochaine. Et puis, il y a le plan d'action Pacte qui va également être validé la semaine prochaine et qui porte, lui, sur un ensemble d'actions qui sont complémentaires au volet spatial et qui permettent d'aborder, enfin, qui est organisé autour de différentes actions assez opérationnelles et concrètes avec des porteurs, un pilotage, etc. Et enfin, il y a la démarche métropolisation qui est entre cette charte politique et ces démarches plus programmatiques ou plus opérationnelles et qui vise à maintenir un dialogue politique permanent sur ces sujets qui relèvent de la cohésion sociale et économique du territoire. L'enjeu n'est pas forcément pour le Grand Genève d'être un acteur actif sur tous les sujets, mais en tout cas de pouvoir veiller à ce que les problématiques qui sont traitées dans cette démarche métropolisation, elles soient vraiment mises sur le devant de la scène au même titre que d'autres sujets sur lesquels le GLCT Grand Genève est compétent. Voilà pour les éléments de cadrage. Je vais venir un peu plus maintenant sur les leviers d'action. Et avant ça, une petite question sur les domaines d'action, justement, qui sont nécessaires pour améliorer les équilibres territoriaux. Donc, quelles sont pour vous les politiques publiques prioritaires pour améliorer les équilibres territoriaux? Vous pouvez retourner dans le chat pour répondre au sondage. Et là aussi, vous pouvez choisir plusieurs options dans le questionnaire. Je ne sais pas si vous voyez le sondage. Voilà. Bien, je vois que le logement arrive largement en tête des sujets, mais que tous ont été sélectionnés. Le sport est un petit peu à la traîne des différents thèmes, mais la culture se place aussi relativement bien. Donc là aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes ces réponses sont bonnes. On aurait peut-être même pu ajouter encore d'autres politiques publiques pour finalement retrouver le panel complet des politiques publiques qu'on retrouve de manière générale dans les compétences d'une structure. Donc, il y a deux aspects dans la feuille de route. Il y a à la fois des axes de travail qui sont plutôt des axes transversaux pour permettre d'accompagner ce débat politique sur les enjeux de cohésion sociale. Et puis ensuite, il y a des propositions d'actions plus ciblées que je vous présenterai après. Donc, tout d'abord, sur les 4 axes de travail, le premier qu'on a mis en avant dans la feuille de route, c'est la nécessité d'observer et de monitorer des données et des indicateurs socio-économiques sur le territoire. Dans les projets d'agglo, on a beaucoup d'indicateurs plutôt liés, des indicateurs spatiaux, liés à la mobilité, à la consommation de sol, ce genre de choses. Et l'un des enjeux à travers le travail sur la feuille de route, c'est de pouvoir croiser finalement ces indicateurs spatiaux avec des indicateurs socio-économiques pour mieux comprendre le fonctionnement et la réalité de la vie des habitants en lien avec une situation spatiale. Pour développer cet axe de travail, on est notamment en train de mettre en place une plateforme d'observation et de prospective à l'échelle du Grand Genève qui a notamment pour objectif de consolider la diversité des données et des observatoires qui existent dans le territoire et sur lequel on n'a pas forcément une visibilité très, très claire. Un des éléments aussi, par exemple, sur ces thèmes de l'observation, c'est les travaux que peut mener l'OST sur certains sujets. Vous avez peut-être vu récemment la publication sur les niveaux de vie et les inégalités de revenus dans le Grand Genève, qui faisait suite à une demande formulée notamment par les acteurs du Grand Genève d'avoir une actualisation de ces données-là, puisque la dernière version datait de 2013. Sur ce sujet des indicateurs socio-économiques, en fait, quand on a organisé le séminaire en 2023, c'est vraiment un volet sur lequel on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'informations, mais pas d'informations comparables à l'échelle transfrontalière. Donc, un besoin vraiment de mettre à plat un petit peu les actions et les données dans ce domaine-là.
Le deuxième axe, c'est la nécessité de promouvoir les coopérations transfrontalières qui sont, pour certaines, déjà existantes dans différentes structures, soit des structures institutionnelles, soit des coopérations plus informelles qui existent entre des acteurs privés, des acteurs culturels ou des acteurs associatifs. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas de dire le Grand Genève va couvrir l'ensemble des champs de coopération thématiques qu'on a pu lister juste avant. Par contre, son rôle, c'est aussi de promouvoir ces coopérations existantes, d'inciter au développement de coopérations nouvelles dans des domaines qui sont phares, mais sur lesquels il y a peut-être peu d'actions aujourd'hui qui sont conduites. Donc ça, c'est vraiment un élément clé de permettre aux élus locaux de porter finalement dans le débat leur volonté de voir s'emparer de nouveaux sujets de coopération. Un autre élément qui est aussi un élément important, c'est de pouvoir mieux intégrer les acteurs socio-économiques et les habitants dans les démarches de coopération et dans la vie du Grand Genève. Aujourd'hui, les instances du GLCT, elles sont relativement restreintes, elles représentent leurs 8 membres, mais avec quelques personnes finalement qui sont vraiment actives dans les instances de gouvernance du Grand Genève. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir un petit peu, faire sortir le débat et le mener auprès d'autres acteurs qui auront peut-être des idées nouvelles ou des coopérations nouvelles aussi à apporter et à défendre. Donc ça, c'est vraiment un élément fort également qui est ressorti des discussions sur la feuille de route. Et le dernier champ, c'est d'agir pour réduire les disparités territoriales en ciblant quelques politiques publiques particulièrement représentatives des disparités sociales du territoire. Et c'est à travers ce dernier axe qu'on peut peut-être retourner plutôt sur des pistes d'action plus concrètes sur quelques sujets prioritaires. Donc aujourd'hui, dans la feuille de route, il y a 5 thématiques prioritaires qui sont énoncées. Ces thématiques-là, elles ont été discutées lors du séminaire de décembre 2023 et puis elles avaient été choisies comme étant celles qui étaient les plus significatives de cet enjeu de coopération nouveau autour de la cohésion sociale. Dans la feuille de route, vous aurez les liens en fin de séance. Vous retrouverez tout le détail sur ces thématiques prioritaires avec quelques éléments de constat, des chiffres clés, des exemples de coopération qui ont déjà été menés sur les différents sujets et aussi les leviers d'action et des propositions d'action très concrètes qui ont été discutées et retenues par les élus. Je ne vais pas rentrer dans une présentation exhaustive de ces leviers d'action, mais en tout cas, vous dire voilà, que sur les thèmes qu'on a identifiés, le premier qui est de faire le territoire des courtes distances. Donc ça, c'est un thème qui est assez usuel quand on parle d'enjeux spatiaux, donc qui se rapproche le plus du champ de compétences du GLCT. Là, l'enjeu, c'est aussi, au-delà des courtes distances et de la mixité fonctionnelle, c'est de pouvoir intégrer l'ensemble des territoires du Grand Genève. On est souvent dans les projets d'agglo très centrés sur les territoires les plus urbains. Là, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir se pencher sur des espaces plus périphériques, périurbains, voire ruraux, qui composent aussi le territoire. Pour ça, on est en train de mettre en place une démarche qui s'appelle mise en réseau des bourgs et villages, qui va notamment travailler sur des territoires tests de villages pour voir comment on peut développer des mutualisations d'équipements, par exemple, améliorer des gouvernances communes, etc. Le deuxième axe porte sur le logement et le foncier. Donc ça, c'est également une démarche qui va être initiée cette année par l'équipe du Grand Genève avec une étude sur les parcours résidentiels et l'adéquation entre les aspirations des habitants, les besoins de logement des habitants et la production de logements, notamment de logements abordables dans l'agglomération. Donc là-dessus, il y aura un nouvel échange politique spécifique sur cette question du logement en fin d'année. Dans le domaine de l'eau, c'était aussi un sujet un peu symbolique des enjeux en termes de gestion des ressources naturelles. Donc là, il y a beaucoup de démarches qui sont déjà existantes et qui se perpétuent en matière de gestion de l'eau, avec des démarches aussi pour améliorer et fluidifier la gouvernance et aussi sécuriser l'accès à la ressource en eau pour l'ensemble du territoire.
Le quatrième axe, pardon, était autour de l'économie et des formations. Là, les enjeux qui ont été mis en évidence, c'est la nécessité de développer des formations qui soient adaptées aux besoins du bassin de vie et, si possible, des formations à l'échelle transfrontalière. Il y a un certain nombre de domaines d'activité qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre, avec un enjeu de pouvoir peut-être travailler sur des formations communes pour former plus de main-d'œuvre et avoir des personnes qui soient aussi attachés au territoire, qui soient présents et qui restent sur le territoire pour répondre à ces besoins. Il y a également un enjeu autour des sujets spatiaux, plutôt pour maintenir des surfaces d'activités productives et industrielles dans le territoire. C'est un objectif et un enjeu qu'on retrouve dans les trois territoires genevois, vaudois et français, sans qu'il y ait pour autant aujourd'hui une vision commune des besoins et des espaces disponibles. Et puis, le dernier volet sur l'économie, c'était de pouvoir donner toute sa place à l'économie circulaire et aussi utiliser l'économie circulaire comme étant un levier potentiel d'identité du territoire. Et puis sur la santé, qui était le cinquième thème, l'enjeu là aussi, c'est de former plus de personnel soignant, de faciliter, de proposer des parcours de soins transfrontaliers pour certains types de maladies, pour certains patients, et également de mieux coordonner les stratégies publiques en matière de santé. Ce thème-là de la santé, il est porté plus spécifiquement par la commission santé du CRFG, qui est une autre instance de coopération transfrontalière. J'en arrive tranquillement à la fin de la présentation. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, les éléments à retenir, aujourd'hui, le territoire il est soumis à la fois à des dynamiques métropolitaines et à des dynamiques frontalières qui impactent la cohésion sociale du territoire et les équilibres socio-économiques et territoriaux. Et que la feuille de route, elle vise à développer des actions publiques à l'échelle du bassin de vie et à promouvoir des nouvelles coopérations ou amplifier celles qui existent déjà. Et puis, quand on parle d'actions en transfrontalier, on peut parler d'actions communes. C'est par exemple le cas aujourd'hui si on parle d'exploitation de certaines lignes de bus, par exemple. Mais on peut aussi parler d'actions harmonisées. Dans ce cas-là, on est dans une logique où on agit en même temps, de manière cohérente, mais en parallèle, avec des objectifs communs, mais chacun avec ses outils, avec ce dont il dispose dans son territoire. Là, si on veut donner un exemple, c'est par exemple le cas de ce qui a été mis en place dans Pacter avec les vignettes critères ou stickers. On est sur les mêmes logiques, mais chacun a développé son outil spécifique dans son territoire. On peut aussi avoir des actions qui sont coordonnées. On définit des objectifs communs, mais chacun agit de son côté. C'est le cas, par exemple, du projet d'agglomération 5, où finalement, on a une programmation commune, on se met d'accord sur le timing, etc. Mais chacun mène ensuite ses actions en tant que maître d'ouvrage. Et puis, on a également la possibilité de mettre en place des actions réciproques. Là, c'est plutôt un mécanisme dans lequel chacun, finalement, associe le voisin à ses instances de pilotage ou ses instances de discussion sur des thèmes précis. Et puis là, si je donne un exemple d'action réciproque, ça pourrait être le cas, par exemple, de ce qui se passe depuis maintenant 2 ou 3 ans en termes d'autorisation commerciale pour les grandes surfaces. La loi française permet depuis 2022 d'associer le territoire voisin impacté par une implantation de grandes surfaces commerciales à son instance d'autorisation commerciale. Donc, la structure qui délivre la possibilité à l'exploitant de développer une surface commerciale importante. Donc ça, c'est nouveau. Et en réponse à cela, le canton de Genève a proposé aux autorités françaises de pouvoir aussi avoir une représentation française dans le cadre de la cellule qui instruit les implantations commerciales dans le canton de Genève. Donc là, on est vraiment dans l'exemple d'une action réciproque. Donc voilà, développer tout ce panel d'actions à différents niveaux, mais pour favoriser en tout cas toujours le dialogue et aussi la prise en compte de l'effet sur le territoire voisin d'une politique publique qui est menée chez soi quelque part.
Et puis une dernière diapo, peut-être pour conclure et ouvrir un petit peu la réflexion. Là aussi, c'est des éléments qui avaient été présentés par Monsieur Zone lors du séminaire métropolisation. L'idée étant de pouvoir savoir sur quoi ou qu'est-ce qui était nécessaire pour développer la solidarité en général et la solidarité transfrontalière en particulier. Donc, il propose à travers ce schéma 4 conditions essentielles pour la mise en œuvre de mécanismes de solidarité. Donc, le triangle que vous avez derrière, il va finalement de ce qui est le plus présent ou le plus important aujourd'hui dans le territoire du Grand Genève jusqu'à ce qu'il est le moins vers la pointe. Donc, la première condition qui est déjà existante dans le territoire, c'est le fait d'avoir un objectif commun. Aujourd'hui, on a un projet de territoire alors qu'on peut appeler vision territoriale transfrontalière ou qui se définit aussi à travers les projets d'agglomération ou à travers la charte du Grand Genève en transition. En tout cas, on a des objectifs communs politiques validés. Ensuite, on a un certain nombre d'actions aujourd'hui qui sont mises en place pour concrétiser ces objectifs. Comme je l'ai dit, ça peut être des actions qui sont menées de manière coordonnée ou de manière commune ou avec des moyens mutualisés ou non. Mais en tout cas, on a des actions quand même assez nombreuses de coopération dans différents domaines. On a également un engagement, alors politique à travers les différents documents signés ou validés, mais aussi on a un engagement plus fort que ça à travers la formalisation juridique de la coopération. C'est le cas par exemple à travers le GLCT Grand Genève, mais il y a d'autres GLCT dans le territoire. Il y a également différentes conventions de coopération qui existent et qui font vivre dans la durée l'engagement et qui lui donnent une épaisseur juridique et concrète. Par contre, l'élément peut-être qui manque aujourd'hui dans le territoire, c'est la question de l'identité du bassin de vie transfrontalier. Il n'y a pas vraiment de sentiment d'appartenance ou de communauté de destin en tant que telle reconnue ou soutenue ou validée en tout cas par les instances politiques. Donc vraiment peut-être un enjeu, un sujet en tout cas à développer à travers différentes moyens sur lesquels vous pouvez bien sûr être actif. Et j'en termine là. Eh bien, merci beaucoup Ingrid pour cette présentation. Sur la diapo suivante, on vous remet le lien de la feuille de route qui est téléchargeable sur le site du Grand Genève. Vous avez également le contact de Ingrid si vous avez des questions qui vous viendraient après cette présentation. On va maintenant passer aux questions-réponses. On peut encore prendre des questions. Vous pouvez toujours les poser dans le chat pendant qu'on prend les quelques questions, hein. Il y en a pas eu, il y en a pas eu énormément, mais auquel cas on finira un peu plus tôt. Au sujet des prochains webinaires, on va vous proposer une programmation pour le deuxième semestre. On parlera du plan d'action pour la transition écologique du Grand Genève, donc de Pacte. On parlera également du projet d'agglomération 5e génération qui va être signé effectivement la semaine prochaine, comme vous le disiez, Ingrid, mais vous serez informés via nos newsletters comme d'habitude. Je vais maintenant couper l'enregistrement. N'hésitez pas à rallumer vos caméras. On va couper le partage d'écran pour qu'on puisse se voir et passer au temps de questions-réponses. Et pour ces questions, je passe la parole à Charlotte Le Gouic.